Dans un monde où la concurrence est permanente, où chaque nation protège ses intérêts comme une forteresse, la guerre n'est plus uniquement militaire, elle est économique. Aujourd'hui, celui qui produit, celui qui exporte, celui qui attire les capitaux impose ses normes, ses alliances, et finit par dicter le tempo. La puissance ne passe plus par les armes, mais par l'industrie, par les infrastructures, par la capacité à créer de la valeur. L'économie n'est pas qu'un outil social, c'est un levier de souveraineté. Celui qui dépend des autres est vulnérable. Celui qui maîtrise ses chaînes de valeur, ses ressources, ses finances, devient imprenable. Et cette leçon, certains pays l'ont apprise très tôt. Dans les années 60, l'Asie de l'Est était encore synonyme de pauvreté, d'instabilité, de post-colonialisme chaotique. Pourtant, en quelques décennies, certains de ces États ont changé de visage. La Corée du Sud, Taïwan, Singapour ou plus récemment le Vietnam ont fait le choix de la rigueur, du développement accéléré, du sérieux stratégique. Ce qu'on a appelé les dragons asiatiques. À l'époque, ils n'avaient rien, pas de ressources naturelles, pas d'avantages historiques. Mais ils avaient une obsession, rattraper l'Occident. Se hisser au sommet, par le travail, par l'éducation, par la discipline, un orgueil et une fierté nationale dirigés vers des objectifs positifs et concrets. Singapour en est l'exemple le plus parlant. Dans les années 60, c'était un port corrompu, mafieux, instable. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus développés du monde. Pourquoi? Parce que son dirigeant de l'époque, Lee Kuan Yew, a compris que sans autorité, sans lutte contre la corruption, sans vision de long terme, un pays n'est qu'un décor en carton. Il disait « Si vous voulez sauver votre nation, vous devez être prêt à punir même vos amis ». Il a mis les mafias dehors, imposé la discipline, réduit la corruption à néant et fait de son pays un modèle. En 1965, Singapour, qui fait partie de la Malaisie, est expulsé de la Confédération par les Malais eux-mêmes tellement ils ne croyaient pas au futur de l'île de Singapour et de ses habitants. Aujourd'hui, non seulement le PIB de Singapour est largement plus élevé que le PIB de la Malaisie tout entière, mais il s'agit aussi du pays le moins corrompu et avec le meilleur système d'éducation au monde. Voilà ce qu'un peuple déterminé et bien dirigé est capable d'accomplir. Et aujourd'hui, dans le monde arabe et africain, rares sont ceux qui semblent avoir retenu la leçon. Mais il y a une exception, un pays sans pétrole, sans gaz, mais avec un plan. Un pays qui se fait encore discret, mais qui avance, qui construit, qui investit, qui pense à 20 ans. Ce pays, c'est le Maroc, et aujourd'hui, on va voir ensemble comment il tente, lui aussi, de devenir un dragon, à sa manière, sur ses bases, mais avec une même logique, faire de l'économie un levier de puissance. Quand un investisseur veut miser sur un pays, il regarde d'abord une chose, la stabilité. Pas les discours, pas les promesses, pas les chiffres sur des PowerPoints. Il regarde si le pays tient debout, s'il a une direction claire, s'il est capable de prendre des décisions cohérentes, de les faire appliquer et de ne pas sombrer dans l'instabilité au premier choc. Et de ce point de vue-là, le Maroc a un avantage très rare dans son environnement régional. Une monarchie solide, ancienne, respectée et surtout perçue comme légitime. Le roi n'est pas un politicien. Ce n'est pas un président élu sur un programme qu'il oubliera 2 mois plus tard. C'est une institution au-dessus des partis, au-dessus des divisions, qui incarne une continuité dans le temps. Et c'est précisément cette continuité qui rassure. Pendant que certains pays arabes ou africains ont sombré dans les révoltes, les guerres civiles ou les changements de régime à répétition, le Maroc a tenu bon. Pas parce qu'il est parfait. Pas parce qu'il est épargné par les tensions sociales ou économiques, mais parce qu'il a un cadre, une colonne vertébrale. Et dans un monde aussi instable que le nôtre, cette colonne vertébrale vaut de l'or. C'est ce qui permet au Maroc d'avoir une politique étrangère lisible, une diplomatie économique suivie, et surtout une capacité à nouer des partenariats de long terme avec des puissances comme la Chine, les États-Unis, la France ou les pays du Golfe. C'est aussi ce qui permet au pays d'attirer des investisseurs industriels sérieux qui viennent pour produire, pas pour spéculer. Sans cette stabilité institutionnelle, il n'y aurait pas de Tangémed, pas de Renault, pas de Safran, pas de stratégie énergétique. Tout repose sur un socle politique solide. Et ce socle, au Maroc, c'est la monarchie. Même si on ne peut pas être d'accord avec 100% des décisions ou directions prises, force est de constater que la monarchie apporte objectivement beaucoup plus d'avantages que d'autres systèmes politiques. Cette stabilité politique, cette lisibilité institutionnelle, elle ne sert pas qu'à éviter les révoltes. Elle permet d'avoir un cap, une stratégie, un projet de développement qui ne change pas à chaque cycle électoral et qui ne dépend pas de l'humeur d'un ministre. Depuis plus de 20 ans, le Maroc avance avec une logique claire. Poser d'abord les fondations, construire ensuite les moteurs et enfin structurer les relais d'influence. Les fondations, ce sont les infrastructures. Routes, autoroutes, ports, lignes de train, zones industrielles, réseaux d'énergie. L'objectif est simple. Connecter le pays, fluidifier les échanges et faire en sorte que n'importe quel investisseur puisse s'installer rapidement, produire efficacement et exporter sans blocage. Les moteurs, ce sont les secteurs industriels stratégiques. Automobile, aéronautique, chimie, agriculture, tourisme, énergie verte. Des filières choisies, priorisées, structurées. Pas un empilement de projets hasardeux, mais une montée en gamme progressive, pensée dans la durée.
Et les relais d'influence, ce sont les accords de libre-échange, la diplomatie économique, les grands projets africains, la participation du pays dans des chaînes de valeur mondiale. Le Maroc ne veut pas seulement produire chez lui, il veut se rendre indispensable aux autres. Il veut faire partie des routes qui comptent, des circuits qui pèsent. C'est cette vision-là qui structure les choix du pays. Une vision réaliste, méthodique, ancrée dans le temps long. Une vision qui ne promet pas des miracles, mais qui construit des résultats. Et maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer dans le dur. On va voir concrètement comment cette stratégie se traduit, secteur par secteur. Et on commence par la première fondation de cette ambition économique, les infrastructures. Avant de parler d'industrie, de croissance ou d'exportation, il faut parler de logistique. Parce qu'un pays qui veut produire doit d'abord pouvoir transporter. Et là-dessus, le Maroc a compris très tôt que les infrastructures, c'est ce qui permet de faire tourner une économie moderne. Prenez Tanger Med, c'est le plus grand port d'Afrique, un hub maritime connecté aux plus grandes routes commerciales du monde, plus de 1000 ports partenaires, une capacité de traitement de 9 millions de conteneurs, des zones industrielles intégrées et un fonctionnement calé sur les meilleurs standards mondiaux. Tanger Med, ce n'est pas un simple port, c'est une plateforme stratégique. C'est grâce à lui que les pièces produites dans les usines Renault ou PSA du Maroc peuvent partir vers l'Europe en quelques heures. C'est lui qui permet au pays de capter une part des flux entre la Méditerranée, l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, c'est lui qui donne confiance aux investisseurs étrangers, parce qu'ils savent que leurs marchandises sortiront à temps, dans de bonnes conditions. Autour de ce port, l'État a construit tout un écosystème, des zones industrielles, des autoroutes, une ligne de TGV entre Tanger et Casablanca et qui est aujourd'hui en cours d'élargissement jusqu'à Marrakech, et un réseau de transport et de routes qui connecte l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud. Aujourd'hui, le Maroc a plus de 1800 km d'autoroutes, un réseau ferroviaire qui s'étend et un plan de développement logistique dans toutes les régions. Pourquoi? Parce que c'est ça la base. Ce qui permet ensuite d'implanter des usines, de faire circuler les matières premières, de livrer les marchés africains ou européens. Sans infrastructure, pas d'industrie, pas d'export, pas de croissance sérieuse. Le Maroc n'a pas misé sur le pétrole. Il a misé sur le béton, l'acier, la connexion. Et ce pari commence à porter ses fruits. Quand les infrastructures sont en place, il faut les remplir. Et c'est là que le Maroc a joué une autre carte, celle de l'industrie. Depuis une quinzaine d'années, l'État a misé sur des secteurs précis. Pas tous en même temps, pas au hasard. Des secteurs à forte valeur ajoutée, avec des débouchés internationaux, capables de créer de l'emploi local, tout en insérant le pays dans les chaînes de production mondiale. Le premier exemple, c'est l'automobile. En 2023, c'est devenu le premier secteur exportateur du pays. Le Maroc produit aujourd'hui plus de 700 000 véhicules par an grâce à des groupes comme Renault, Stellantis et un tissu impressionnant de sous-traitants. Mais produire ne suffit pas. Il faut intégrer. Et le défi du moment, c'est précisément d'augmenter le taux d'intégration locale. Autrement dit, faire en sorte que les pièces, les composants, les services nécessaires à la fabrication soient eux aussi produits sur place et non importés. C'est ce qui permet de capter plus de valeur, de renforcer la souveraineté industrielle et de créer des PME marocaines autour des grands groupes. Le Maroc y travaille, lentement mais sérieusement. Et les résultats commencent à se voir. Deuxième exemple, l'aéronautique. Un secteur encore plus exigeant, plus fermé, mais que le Maroc a réussi à intégrer. Des entreprises comme Safran, Boeing ou Excel y ont implanté des unités. Le pays produit des pièces pour les Airbus A320, des composants de moteurs, des éléments de fuselage. On est loin du simple assemblage. On est dans la haute précision, dans le respect des normes internationales, dans une logique de qualité continue. Et surtout, dans une chaîne de confiance. Parce que dans ce secteur, si vous échouez une fois, vous êtes rayé à vie. Le fait que le Maroc soit maintenu dans le circuit année après année prouve une chose, le sérieux est reconnu. Et ce n'est pas un hasard si ces deux secteurs, automobile et aéronautique, ont été choisis. Ce sont des portes d'entrée dans les chaînes de valeur mondiales. Des circuits où chaque pays n'a pas besoin de tout produire, mais où chacun peut se spécialiser dans une étape. Le Maroc n'essaie pas de devenir l'usine du monde, il essaye de devenir un maillon fiable dans les processus mondiaux. Et pour ça, il a mis en place ce que peu de pays africains ou arabes ont su faire. Une stabilité politique, des infrastructures adaptées, une formation ciblée et une logique de spécialisation claire. Dans ce système mondial où tout le monde ne peut pas être numéro 1, être un maillon indispensable vaut parfois bien plus que de vouloir tout faire soi-même. Aujourd'hui, grâce à cette stratégie, le Maroc commence à être un pays qui compte dans la mondialisation, pas seulement comme importateur mais aussi comme exportateur. Si certains pays ont du gaz, du pétrole ou des terres rares, le Maroc, lui, a une autre richesse, le phosphate. Et ce n'est pas un détail. Parce qu'on parle ici de 70% des réserves mondiales. Une ressource qui ne se mange pas, mais qui permet de nourrir le monde entier. Sans phosphate, pas d'engrais. Sans engrais, pas de rendement. Et sans rendement, pas de sécurité alimentaire. Dans les décennies à venir, avec l'explosion démographique mondiale, cette ressource va devenir de plus en plus stratégique. Celui qui contrôle le phosphate contrôle une partie de la chaîne alimentaire mondiale. Et le Maroc l'a parfaitement compris.
Mais là où beaucoup se seraient contentés d'extraire et d'exporter la matière brute, comme on vend du sable ou du minerai, le Maroc a fait un autre choix: transformer, monter en gamme, créer de la valeur. L'OCP, l'Office chérifien des phosphates, n'est pas une simple entreprise d'État, c'est une machine de guerre économique. L'une des plus grandes entreprises africaines, présente dans des dizaines de pays, dirigée par des profils compétents, sélectionnés non pas pour leur appartenance politique, mais pour leur expertise technique, leur capacité de gestion et leur vision stratégique. L'OCP n'est pas là pour faire joli dans un bilan, c'est un levier de puissance. Elle investit massivement dans la recherche, développe ses propres complexes de transformation chimique, crée des engrais sur mesure adaptés à chaque type de sol, et se positionne comme un acteur global de la sécurité alimentaire. Ce n'est pas un hasard si des pays comme l'Inde, le Brésil ou même les États-Unis s'intéressent de près à ces productions. Parce que dans un monde qui se réchauffe, qui s'assèche et qui doit nourrir 10 milliards d'humains dans 30 ans, celui qui garantit les récoltes devient un partenaire incontournable. Le Maroc ne vend pas un produit, il vend une stabilité agricole, une capacité d'adaptation, une proposition stratégique. Et cette maîtrise du phosphate, au lieu de créer de la dépendance au hasard du marché, devient un outil diplomatique, un facteur de respect et un atout géopolitique silencieux mais redoutable. Autre pari stratégique du Maroc, l'énergie verte. Pas pour faire joli dans les rapports, mais pour gagner en souveraineté énergétique, renforcer sa compétitivité industrielle et s'imposer comme un acteur incontournable dans la transition mondiale. Parce qu'un pays qui peut produire de l'électricité propre, bon marché et fiable, sans dépendre des importations, devient automatiquement plus libre, plus stable et plus attractif. Aujourd'hui, près de 40% de l'électricité produite au Maroc est d'origine renouvelable, avec de vastes parcs solaires comme Nour ou Ouarzazate, des fermes éoliennes sur les côtes atlantiques, de l'hydroélectrique dans les montagnes et surtout une stratégie ambitieuse autour de l'hydrogène vert. Ce vecteur énergétique propre est au cœur des plans européens pour décarboner l'industrie lourde et le Maroc est en train de devenir l'un de ses fournisseurs naturels. Et là, on touche à un levier beaucoup plus large. Parce que dans les années à venir, les normes écologiques européennes vont se durcir fortement. Les produits industriels devront prouver leur faible empreinte carbone pour accéder au marché européen. Autrement dit, produire avec une électricité sale, c'est s'exclure de facto de l'export. Le Maroc l'a bien compris. C'est pour ça que le lien entre industrie et énergie verte est central. Parce qu'un produit fabriqué au Maroc pourra, demain, bénéficier d'un label de production décarbonée, alors que des concurrents d'Asie ou d'Amérique du Sud, eux, seront pénalisés. Cette carte verte, le Maroc peut aussi s'en servir pour attirer des industriels étrangers. C'est déjà le cas. Des groupes comme Gotion High-Tech, un géant chinois des batteries électriques, viennent de lancer une gigafactory à Kenitra, précisément parce qu'ils trouvent ici un mix idéal: électricité renouvelable, stabilité politique, infrastructure portuaire et proximité immédiate avec l'Europe. C'est un modèle qui fonctionne. Et dans un monde où l'énergie propre devient une condition d'accès au marché, le Maroc est en train de construire, brique après brique, une puissance industrielle verte qui lui donne une longueur d'avance. Non seulement pour son indépendance énergétique, mais aussi pour devenir un hub industriel d'export propre vers l'Europe. Quand on parle de puissance économique, on pense souvent à l'industrie, à l'énergie, à l'extraction de matières premières. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la vraie force d'un pays, c'est aussi sa capacité à diversifier ses sources de richesse. Et ça, le Maroc l'a parfaitement compris. Parmi les secteurs sur lesquels le royaume a massivement investi, il y a le tourisme. Non pas pour faire joli dans les brochures, mais pour soutenir durablement sa balance commerciale, faire entrer des devises, générer des millions d'emplois et consolider son image sur la scène internationale. Le tourisme, c'est l'un des rares secteurs où le Maroc n'a pas besoin d'importer quoi que ce soit. Le patrimoine est déjà là, le climat est déjà là, l'histoire, la culture, la mer, la montagne, le désert, tout est déjà sur place. Il suffit de le structurer, de l'organiser, de le valoriser. Et c'est exactement ce que l'État fait depuis des années. Résultat, en 2024, plus de 17 millions de touristes ont visité le pays. Un record absolu qui a permis au secteur de générer plus de 11 milliards de dollars de recettes. Ce n'est plus un complément économique, c'est un pilier à part entière. Mais au-delà des chiffres, l'essentiel est ailleurs. Le tourisme permet de stabiliser des régions entières, d'intégrer des territoires isolés dans le tissu économique national, de créer une économie locale viable sans dépendre des grandes infrastructures industrielles. Et surtout, c'est un vecteur de soft power, un outil d'influence, un moyen de faire connaître le Maroc, de le faire aimer, de le rendre attractif non seulement pour les vacanciers, mais aussi pour les investisseurs. Et avec l'horizon 2030 et la Coupe du Monde en ligne de mire, les investissements dans ce secteur vont exploser. Le tourisme n'est plus vu comme un produit de luxe ou de loisir, mais comme un levier stratégique de développement national. Le premier défi, c'est l'intégration industrielle.
Produire au Maroc, c'est bien, mais produire marocain, c'est mieux. Aujourd'hui, dans l'automobile ou l'aéronautique, beaucoup de pièces sont encore importées. Le taux d'intégration s'améliore, mais il reste du chemin. Le vrai objectif, c'est de faire émerger un tissu industriel national capable de concevoir, produire, assembler, innover. Et pour ça, il faut investir massivement dans la formation, dans la R&D et dans l'accompagnement des PME locales. Deuxième défi, l'innovation. L'avenir économique ne se jouera pas uniquement sur le prix, mais sur la valeur ajoutée. Le Maroc doit donc accélérer la montée en gamme de son économie. Il l'a déjà fait dans les phosphates, avec l'OCP qui est devenu un leader mondial de la chimie agricole. Il peut le faire dans l'agroalimentaire, dans les composants électroniques, dans la biotech, mais pour ça, il faut créer un environnement qui attire les talents, les brevets, les cerveaux, et qui pousse les Marocains eux-mêmes à inventer, à entreprendre, à créer. Troisième enjeu, l'équilibre territorial et social. Une économie forte, c'est une économie qui ne concentre pas toute sa richesse dans 2 ou 3 pôles urbains. Il faudra donc veiller à ce que le développement profite à l'ensemble du territoire, que les zones rurales soient connectées, que les inégalités ne deviennent pas des fractures. Le Maroc a déjà commencé ce travail avec des programmes comme à Tanger Métropole ou le nouveau modèle de développement, mais il faudra aller plus loin. Et enfin, il y a un défi de fond, rester souverain. Parce qu'un pays peut avoir une belle croissance, attirer des milliards d'investissements, signer les meilleurs accords de libre-échange, s'il perd le contrôle de ses leviers stratégiques, alors il devient vulnérable. Le Maroc le sait. C'est pour ça qu'il investit dans l'énergie verte, dans l'armement, dans les data centers, dans l'intelligence artificielle. L'objectif est simple, ne jamais dépendre d'un seul partenaire, d'un seul secteur, d'une seule région. Construire une économie robuste, indépendante et adaptable. Et c'est ça, au fond, la plus grande ambition du Maroc, devenir une puissance économique régionale, souveraine, moderne et respectée. Le Maroc a posé les bases, il a les infrastructures, la stabilité, l'ambition. Il avance étape par étape. Mais s'il y a un investissement qui peut tout changer, c'est celui-là, les cerveaux. Prenez l'exemple de la Corée du Sud. Ce pays n'a pas une seule goutte de pétrole. Et pourtant, grâce à ses raffineries, à son savoir-faire, à son appareil industriel piloté par des ingénieurs ultra qualifiés, il gagne plus d'argent avec le pétrole que certains pays producteurs. Pas parce qu'il en a, mais parce qu'il sait quoi en faire. C'est ça, le vrai levier de puissance aujourd'hui. Ce ne sont pas les ressources naturelles, c'est l'intelligence collective. Et cette intelligence, elle se construit, elle se forme, elle s'encourage. Le Maroc doit en faire sa priorité absolue. Éduquer, former, valoriser ses talents. Et surtout leur faire confiance, leur donner une place, leur donner envie de rester, de créer, de transformer. Parce que si on construit des ports, des usines, des réseaux, mais qu'on néglige ceux qui les font fonctionner, alors tout ça ne tiendra pas. J'avais d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce sujet, sur la culture d'État, sur la manière dont les Marocains ne sont pas toujours soutenus, ni reconnus, ni protégés. Et tant qu'on ne changera pas ça, on freinera nous-mêmes notre propre potentiel. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. This was a mud flat. Swamp. Today this is a modern city. 10 years from now,